Aujourd'hui, je reçois Laure qui est AI Agents and Analytics Director chez Miracle, la licorne française qui propose une solution clé en main pour monter sa marketplace et qui a réalisé une levée de fonds record de 555 millions de dollars. Laure va nous parler de son plus gros challenge de ces dernières années, à savoir déployer des agents IA à l'échelle dans les équipes business chez Miracle. Hello Laure, ça va ? Salut, super, ouais. Grosse news, DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'Analytics Engineering et le programme du bootcamp. Écoute, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Pour commencer, comment tu t'es retrouvé AI Agents and Analytics Director chez Miracle ? Alors, j'ai rejoint Miracle il y a 6 ans. J'ai rejoint les équipes Customer Success, donc après quelques années en conseil. Quand j'ai rejoint Miracle, il n'y avait pas d'équipe data. Assez rapidement, j'ai rejoint une équipe qui était en construction autour d'un produit qui était en train de se lancer, qui s'appelle la plateforme Miracle Connect. Et ce produit, en 3 ans, il a atteint plus de 10 000 utilisateurs et l'équipe, on avait 40-50 personnes dans l'équipe business. Donc moi, dans ce contexte-là, j'ai monté une équipe Ops pour structurer les process, les outils, les KPI, la data, etc. Donc c'est là où j'ai vraiment commencé à mettre la main dans la data. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, ChatGPT est entré dans nos vies à tous. Et en tant qu'Ops, voilà, j'ai commencé à essayer de tester, bidouiller, voir ce qu'on pouvait construire pour aider à améliorer les process de l'équipe. Et en parallèle, l'équipe data et IA chez Miracle a vraiment accéléré à ce moment-là. Et en particulier avec l'arrivée d'Anne-Claire Bachet en tant que Chief Data and AI Officer que tu as reçu dans le podcast récemment. Tous ces sujets-là se sont accélérés. J'ai commencé à travailler sur des projets avec l'équipe data. Et il y a quelques mois, ils m'ont adopté. Et en particulier pour prendre en main et piloter un sujet, donc il y a une de mes principales missions aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui, qui est l'adoption et la mise en place d'initiatives d'IA en interne. Et avec une optique qui est de ne pas avoir une approche, on va dire, top-down, c'est-à-dire c'est pas un pôle centralisé qui va prendre les décisions et les dérouler aux équipes, mais de donner les outils à tous les employés Miracle pour améliorer leur métier et leur quotidien à l'aide de l'IA. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le métier d'Ops, en fait, c'est un département qu'on retrouve beaucoup dans les boîtes qu'on va appeler un peu SaaS, les boîtes du digital, donc pas mal de licornes, finalement. On en avait déjà parlé aussi avec des Aircall, des boîtes comme ça. Et donc, c'est une équipe en général qui est clé dans ces boîtes-là qu'on retrouve tout le temps et justement qui a un mix un peu plusieurs casquettes, souvent très proche du business, du métier, très data parce que c'est eux qui vont s'assurer que les outils fonctionnent bien. Par exemple, il y en a souvent proche des équipes sales, c'est eux qui vont gérer par exemple la mise en place de Salesforce, s'assurer que les données soient bien en place pour que ça rentre bien dans les tableaux de bord. Donc c'est une équipe souvent qui bosse aussi main dans la main avec l'équipe data. Et effectivement, tu précisais l'épisode qu'on a fait avec Anne-Claire, donc c'est l'épisode 172 pour ceux que ça intéresse, où on avait parlé de la stratégie IA générative globale. On avait justement parlé aussi de cette initiative dont on va parler aujourd'hui, mais voilà, à un niveau peut-être un peu plus high level. Et l'idée aujourd'hui, c'était de faire un zoom sur ton challenge à toi. Rentrons dans le vif du sujet. Tu peux nous expliquer plus en détail le contexte autour de ce challenge ? Au départ, ça vient d'une grosse impulsion de notre CEO, Philippe. Donc j'en parlais juste avant, mais voilà, l'arrivée de ChatGPT qui nous a vraiment poussé collectivement, rapidement à tester. Donc il y a eu toute une première phase, plusieurs mois de tests, où on a eu accès à une plateforme Enterprise de ChatGPT pour pouvoir mettre toutes les données de manière sécurisée, etc. On a aussi essayé d'accélérer les process de check sécurité pour pouvoir faire des POC rapidement avec des outils d'IA. Et puis il y a eu une task force qui s'est formée autour de Philippe, où on se réunissait toutes les 2 semaines, avec différentes personnes de différents départements pour commencer à partager des cas d'usage, échanger, faire du partage de connaissances, etc. Pendant cette phase, il y a déjà eu des outils qui ont émergé, qui ont été rapidement adoptés par les équipes. On ne présente plus GitHub Copilot. Après, il y a des outils comme Gong pour du coaching des sales. On a des outils comme DeepL qui ont été rapidement utilisés pour faire de la traduction dans le produit, alors qu'avant, on faisait appel à des agences. Et on voit que ces produits, ces outils, quand ils sont vraiment intégrés dans le quotidien des équipes, on a vu très rapidement
des gros gains de valeur, de productivité, etc. Mais dans certains cas, on n'arrivait pas en fait à trouver des bons outils sur le marché. Je donne un exemple. Moi, j'ai testé beaucoup, justement en tant qu'ops, en support des équipes sales. J'ai testé pas mal d'outils de business développement, donc pour les BDR. Mais dans le contexte de Miracle, c'était des outils très masse, en fait. Alors, quand on voit beaucoup de mails, pas assez customisés, pas assez avec des checks humains. Donc, ça ne correspondait pas à notre besoin. Et les équipes métiers n'étaient pas assez outillées pour faire eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, on a atteint un plafond, donc chacun allait à différents niveaux. Donc, on a utilisé des GPTs. Après, il y en a qui sont allés un peu côté API, etc. Mais on était quand même assez capés. Et donc, à son arrivée, Anne-Claire a voulu accélérer et avoir une démarche plus structurée. Donc, identifier quelqu'un pour piloter en interne. Donc là, c'est là où j'ai rejoint l'équipe. Et puis, lancer une plateforme no-code pour que les employés Miracle puissent créer leurs propres agents d'IA. C'est là qu'on est parti avec Dust. Comment ça s'est passé par la suite? Comment vous y êtes pris? Quelle a été peut-être justement la première étape? Alors, la première étape, on a lancé un pilote avec Dust. On a réuni une 50aine de collaborateurs, donc différents départements. Donc voilà, les équipes Customer Success, les sales, de la finance, le produit également. Et voilà, réunis autour d'un pilote qui devait durer environ 2 mois. On a fait un kick-off, donc accompagné par Dust, avec une première formation, prise en main de la plateforme, etc. On a incité aussi tous les participants du pilote à lister les cas d'usage en se concentrant vraiment sur, OK, aujourd'hui, c'est quoi vos points durs dans vos métiers, là où vous passez du temps, potentiellement inutilement, que vous pourriez remplacer, et c'est quoi la valeur, et c'est d'estimer, en fait, quelle serait la valeur à remplacer ça par de l'IA, pour commencer à rentrer dans une démarche de priorisation. On leur a donné les outils, un peu de formation, et allez-y, amusez-vous. Et pour animer tout ça, on se réunissait toutes les semaines, donc avec Dust également, pour nous présenter un peu des fonctionnalités, faire des focus sur comment utiliser cette fonctionnalité pour créer ton agent, etc. La task force ou les 50 personnes? Les 50 personnes. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Okay. Et voilà. Bon, alors, il n'y avait peut-être pas 50 personnes qui se réunissaient à chaque fois, mais vraiment, c'était assez ouvert, on est posé les questions, etc. Et surtout, super important, toutes les semaines, une démo avec quelqu'un qui arrivait avec son cas d'usage, la démo de son agent, qui expliquait, j'ai cherché la valeur que je veux apporter, etc. C'est là où il y avait vraiment de l'engagement et beaucoup de questions autour des démos et du coup, partage d'idées, etc. Et donc, le pilote a duré environ 2 mois, je le disais. Et les critères de succès, c'était, le premier, c'est quand même qu'on est gros utilisateur de ChatGPT, Miracle au global. Donc déjà, est-ce qu'on arrive à réutiliser, à répliquer la manière dont on utilise ChatGPT, mais aussi est-ce qu'on arrive à apporter plus de valeur? Donc là, notre objectif, c'était d'avoir déjà au moins 5 agents qui apportaient une vraie valeur ajoutée visible à la fin du pilote. Tu peux nous illustrer concrètement quelques agents qui ont été développés? Carrément. On va avoir différentes typologies d'agents. Les agents les plus simples, ça va être autour du support. Et donc, nous, on va avoir des agents qu'on va appeler type Ask. Donc, ça va être Ask IT, Ask HR, sur des thématiques. Pour te donner un exemple, on va avoir des agents, par exemple, pour aider à l'onboarding des utilisateurs. Ça, c'est un truc très simple. Connecté à la base de connaissances IT, HR, etc. Et qui va pouvoir répondre à des questions du type comment je fais pour accéder à tel outil, c'est quoi les process d'évaluation en fin d'année, voilà. Et ensuite, on va avoir des agents un petit peu plus complexes avec un premier type qui va être autour de la génération de contenu. Donc là, notamment, pas mal d'exemples autour des sales, sur la réponse aux appels d'offres ou sur des routines d'emailing pour réengager des prospects, etc. Un dernier exemple, un dernier level, plutôt autour de l'utilisation de données structurées. Et donc là, on va être par exemple sur des use cases de data, d'analyse de données, donc un peu plus complexe. Il y en a un peut-être que tu veux nous détailler un peu plus Ouais, carrément. Alors peut-être que je peux justement détailler le dernier autour de la data analyse. Alors je pense que c'est un enjeu qui est partagé par plein d'entreprises en ce moment, de commencer à aller vers des approches self-analytiques et donc de donner plus d'autonomie aux utilisateurs de différentes fonctions pour faire leurs propres analyses. Et donc, nous, on a commencé par les fonctions Product Manager parce que c'est un métier sur lequel ils ont vraiment besoin d'aller creuser dans la donnée. C'est vraiment hyper important pour leur métier, mais il y a différents, on va dire, niveaux de connaissances et les gens sont plus ou moins à l'aise avec ça. Et ça peut prendre jusqu'à 2-3 heures par semaine à certains PM. Et donc, on a fait un agent qui est aujourd'hui en bêta parce que c'est pas un sujet qui est simple. Son objectif va être d'accompagner les PM pour produire des queries SQL pour faire leurs propres analyses. Et donc là, comment ça va fonctionner? Il y a une première base qui va être de la documentation des bases de données et des KPIs. C'est la fameuse semantic layer. Ensuite, on va avoir un set d'instructions qui vont poser des questions à l'utilisateur, assurer qu'il a bien compris la réponse.
Et ensuite, on va générer une query qui sera exécutable par le PM dans un second temps. Et donc là, le point d'entrée du PM, par exemple, c'est lui, il pose une question en langage naturel, basique à l'agent. Exactement. Quel est le chiffre d'affaires, enfin n'importe quoi, réalisé sur ce compte l'année dernière. Et après, c'est vraiment l'agent avec toutes les instructions qui lui fait le lien avec le semantic layer, avec les instructions Exactement. Et qui ressort la requête SQL. Et là, donc effectivement, c'est encore une bêta. On peut imaginer après des évolutions, mais aujourd'hui, il récupère cette requête. Il va l'exécuter. Ce qui est super avec cette plateforme, c'est qu'assez rapidement, on va commencer à tester. Quand on va vouloir aller à l'échelle sur du self-analytics, je ne sais pas si c'est ces technos qu'on va utiliser, mais là, ça nous permet de très rapidement lancer une bêta et commencer à tester ce sujet-là. C'est intéressant, je me dis peut-être qu'on en développe un deuxième, parce que ça permet de se projeter et de mieux comprendre. Tu as parlé d'un sujet RFP, donc c'est réponse à tout ce qui va être appel d'offres. Je pense que ça concerne pas mal de boîtes, en fait, justement, qui sont dans des process B2B, donc qui doivent gagner des contrats avec des entreprises. Tu peux nous expliquer un peu comment il apporte de la valeur, cet agent ? C'est un des cas d'usage qui a été le plus rapidement mis en avant par les équipes, qui, je pense, fait gagner plus de valeur rapidement. Donc, on reçoit très régulièrement donc, des appels d'offres d'entreprises qui veulent lancer leur marketplace. Et donc, les équipes sales doivent répondre à ces appels d'offres. Et donc, faut imaginer, c'est un Excel, un Google Sheet avec 500 questions. Alors, les sales vont lire les réponses aux appels d'offres précédents, répondre à toutes les questions, chercher dans la documentation, solliciter plein de monde, etc. Et donc là, ils ont construit un agent qui va chercher dans la base de tous les précédents appels d'offres, plus la documentation IT, voilà, tout ce qui est documenté. Agent qui va être plugué directement dans Google Sheet avec une intégration. Et donc, faut imaginer un peu comme une formule. En fait, on prend le Google Sheet, on lui demande de répondre à l'ensemble des questions. Ça prend un petit peu de temps à boire un café et quand on revient, l'appel d'offres est complété. Et voilà, évidemment, il va falloir revoir les réponses aux questions. Mais d'ailleurs, on a mis dans l'agent aussi une notion de degré de confiance qui va permettre, s'il y a moins de documentation, il va dire là, je suis à 70%. Donc, ça veut dire qu'il va falloir regarder un peu plus en détail la question. Mais voilà, donc ça permet de revoir tout le contenu, mais sans le produire. Et là, on va gagner 2-3 jours de travail vraiment à chaque appel d'offres. Justement, j'allais venir un peu sur l'aspect expérience, intégration. Donc là, ça se passe directement dans Google Sheets. Oui. Quelle est la stack que vous utilisez ? Donc, il y a Dust, et tu peux aussi nous en reparler. Mais quelles sont du coup les autres briques qui interviennent, même les briques justement qui sont côté usage? J'entends souvent aussi des boîtes qui utilisent des Slackbots. Alors là, pour ces niveaux d'agents dont on parle aujourd'hui, vraiment, tout est dans Dust. Okay. Tout est autour de Dust. Donc, c'est vraiment la brique centrale. Donc, avec Dust, la première étape, c'est on peut l'utiliser comme ChatGPT aussi, mais avec plusieurs LLM. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer quelque chose que les utilisateurs aiment bien. Donc on va pouvoir utiliser GPT, on peut passer sur du Claude, du Mistral, etc. Donc on peut comparer les réponses et voir les différents LLM. La deuxième brique, c'est qu'on va connecter les données, le knowledge de l'entreprise directement dans Dust. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du RAG. Donc ça veut dire, en fait, toute cette donnée va être dans une base vectorisée. Et quand un utilisateur va aller faire une recherche sur cette donnée, on va faire une recherche sémantique sur cette donnée et l'ajouter en fait en contexte dans la requête au LLM. Donc, ce qui permet d'avoir une réponse qui va pas être généraliste, parce que la réponse d'un LLM, elle est généraliste. Là, elle va être contextualisée sur Miracle. Ok. En fait, ça te permet de faire ce RAG, mais en no-code. Parce que tu peux aussi, quand tu as ton GPT interne, tu peux faire du RAG. Mais là, en fait, c'est en no-code. En fait, un profil business peut connecter les bases de données qu'il a envie d'utiliser. Ouais. Donc, c'est vraiment cet aspect no-code que vient emmener Dust, parce que j'essaie de réfléchir justement à quelle est la valeur ajoutée principale. Parce que comme tu le disais, globalement, les fonctionnalités, tu peux les faire aujourd'hui si tu utilises ton chat GPT interne. Mais c'est cet axe no-code, expérience utilisateur, tu vois, d'autres éléments. Tu fais ta propre plateforme RAG, oui. Après, aujourd'hui, c'est pas des fonctionnalités qui sont supportées par ChatGPT Enterprise, par exemple. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir, tu vas pouvoir toi charger des documents, mais tu vas pas pouvoir le connecter à tout ton Drive, tout Confluence. Que là, c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, nous, on a des espaces de Drive, des espaces Confluence, des rooms Slack. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, dans Slack, il y a plein d'échanges qui sont pas du tout documentés ailleurs, plein de réponses à des questions. Également Zendesk, les tickets Zendesk. Voilà. Donc, on va avoir en fait tout ce type de documentation qui va être mise en Dust, en RAG, en no-code, effectivement. Oui, c'est ça qui serait compliqué finalement à refaire. Toi, oui, alors tout est faisable. Hein. Oui, là, tu as les intégrations, c'est du clic-bouton, ça va super vite. C'est quand même OK. C'est ça. Et ensuite, la deuxième étape, c'est que à partir de cette base de connaissances, en no-code, on va pouvoir construire un agent. Donc, c'est-à-dire, je commence par avoir une instruction, un prompt, je sélectionne un LLM. Okay, donc là, je peux sélectionner celui que je veux. Je peux pouvoir aussi un peu jouer sur des aspects comme la température, etc. Et ensuite, je vais utiliser des outils
donc ce qu'on appelle des tools dans les agents. Et ces outils, ça va être soit de la recherche justement sur cette base de connaissances, ça peut être aussi, il y a d'autres outils dans Dust comme du scrapping de sites web ou justement des outils autour des queries, etc. Mais voilà, ça vraiment, on peut créer son agent en quelques clics en utilisant de la donnée contextualisée. Ça qui est vraiment intéressant. Et après, aujourd'hui, l'objectif, c'est quand même que justement les 50 utilisateurs, alors peut-être que maintenant, c'est peut-être plus large aussi, peut-être les 50, c'est ceux qui ont produit les agents, mais il y a peut-être maintenant les membres de l'équipe ou des gens dans leur sphère dans l'entreprise qui utilisent les agents. Mais globalement, les utilisateurs, l'objectif, c'est quand même à 80% qui ils viennent dans Dust, dans l'interface Dust, qui ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, finalement, à ChatGPT. Oui, enfin, c'est un exactement. chat, sauf que tu peux faire un hat et appeler des agents qui sont déjà paramétrés. Mais tu parlais tout à l'heure, par exemple, aussi du cas des appels d'offres, où là, ça se passe directement au spreadsheet. C'est-à-dire que la vision cible, c'est aussi demain d'avoir des appels à ces agents directement dans les outils utilisés par le business. Et donc là, effectivement, c'est la dernière étape. Une fois que l'agent a été construit dans Dust, on peut l'utiliser soit dans la plateforme, comme tu disais, dans Dust, soit en fait, tu vas pouvoir l'utiliser dans différents outils. Donc là, il y a des intégrations natives. Donc il y a des intégrations natives notamment avec Slack, avec Google, Chrome. Donc ça, c'est intéressant. Donc avec le navigateur, ça veut dire qu'en fait, tu vas pouvoir utiliser tes pages en contexte de tes agents. Ça, c'est assez intéressant. Il y a vraiment plein de cas d'usage. Tu répondras à des mails avec un agent, utiliser en fait sur toute page. Mail aussi, tu parlais par exemple du cas d'usage des sales, le fait d'avoir les séquences d'emails qui sont proposées en fonction du contexte de ton prospect, des choses comme ça. Ça, c'est cool de l'avoir directement dans Gmail. Il faut imaginer, tu as ta page web et à droite, tu as un volet Dust sur lequel tu peux appeler tout type d'agent et qui va pouvoir utiliser en contexte ce que tu vois dans tes pages. Okay. Ça, c'est assez intéressant. Je parlais des intégrations natives. Et ensuite, un agent, il est toujours dispo, on peut l'utiliser par API. Donc là, on est en train de se poser la question pour aller dans d'autres outils qui ne sont pas forcément supportés en natif, nous, de créer des intégrations. Et on peut le faire dans n'importe quel outil, évidemment. Quels ont été, tu dirais, les plus gros challenges, les plus grosses difficultés? Là, justement, on est passé, tu parlais de la cinquantaine d'utilisateurs. Là, on a lancé. Donc, on a terminé le pilote, on a dit go. Et là, on a lancé à toute la boîte. Donc, on a 600 utilisateurs. Donc, des nouveaux challenges. Mais déjà, pour commencer, peut-être les challenges, même au moment du pilote, je pense que le premier challenge, c'est qu'il y a encore des incompréhensions et peut-être trop d'attentes parfois sur ce que peut faire un LLM. Alors déjà, il y a tout ce qui est autour du non-déterminisme, c'est-à-dire que très souvent dans la question, mais en fait, j'ai posé 2 fois la question à l'agent, j'ai pas la même réponse. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut s'y attendre. Ça veut dire que faut l'utiliser dans des contextes où on n'attend pas d'avoir exactement tout le temps la même réponse. Ensuite, il y a aussi parfois des gens qui vont confondre avec une base de données. Donc, il faut toujours en revenir aussi peut-être au fonctionnement de base d'un LLM pour qu'il n'y ait pas trop d'attentes. C'est entraîné sur une base de connaissances généraliste et c'est un outil qui permet de prédire le mot le plus probable. Donc ça, voilà, c'est vrai que ça, on se rend compte qu'il y a besoin aussi d'avoir de la formation autour de ça, juste pour qu'il n'y ait pas trop d'attentes aussi et que ça soit utilisé au mieux. Deuxième gros challenge, c'est l'effet one click. En général, quand on commence à discuter avec quelqu'un, quelles idées tu peux avoir, etc., c'est j'ai ce gros problème, j'y passe des heures aujourd'hui et ce que je veux, c'est que tout soit automatisable, que ça envoie des mails dans tous les sens, machin. Alors, on pose. Première étape, il faut vraiment inciter à décomposer son problème en étapes et voir sur quelles étapes l'IA peut aider et déjà travailler sur ces petits blocs. Et une fois qu'on a un bon résultat, on va commencer à automatiser et à faire des workflows, à automatiser, etc. Donc ça, notamment, nous, on va utiliser dans un premier temps des outils type Make ou Zapier pour automatiser des choses. Tout le monde a tendance à dire je veux automatiser tout de suite. Donc, il faut y aller par étapes. Et peut-être le dernier gros challenge, et qui est le challenge du moment, ça va être l'adoption. En fait, là, donc, on a ouvert depuis quelques semaines aux utilisateurs. On a plus d'100 d'agents. Donc là, le challenge, c'est de ne pas avoir une armée d'agents qui ne seront pas utilisés. Et donc là, on est en train de développer des choses pour aller dans ce sens-là. Mais ça va être un gros challenge. Oui, parce que là, du coup, la dynamique change un peu. Avant, tu pouvais faire un call, tu avais les 50 personnes, créer une émulation, presque une petite communauté autour du pilote. Là, si tu as 600 personnes, c'est un peu différent en termes d'approche. Mais ça reste quand même sur les fondamentaux similaires. C'est-à-dire qu'il faut créer du contenu, avoir des retours d'expérience réguliers. Je pense que c'est de l'animation de communauté à mettre en place, en plus de la formation dont tu parlais.
mais c'est une forme d'accompagnement, de coaching ou de formation sous forme de contenu ou de petites conférences ou de petits webinaires, des choses comme ça, quoi. Exactement. Peut-être pour repartir aussi sur les prochaines étapes, les objectifs qu'on s'est fixés, donc là dans cette phase, pour l'année en fait, dans cette phase un peu d'adoption globale, le premier c'est que la moitié des employés créent leurs propres agents. C'est un objectif qui est assez élevé et ce ne sera pas forcément des agents qui seront utilisés par tout le monde, mais on veut plutôt se fixer des objectifs d'adoption. Et le deuxième objectif, c'est d'avoir une 50aine d'agents qui apportent de la valeur. Donc là encore, voilà, objectif d'adoption. Et pour faire ça, on va avoir un premier pan qui va être autour de la formation. Donc on a fait pas mal de formations déjà au lancement avec Dust. On va en faire d'autres, on va aller un peu sur du e-learning, etc. Ensuite, on a lancé une communauté de power users, parce qu'en fait, on ne peut pas animer 600 personnes, mais par département, on va avoir des power users. Et voilà, de la même manière, on va se voir toutes les 2 semaines avec des échanges, des démos et Dust accompagne aussi sur cette animation-là et qui eux-mêmes vont aller cascader dans les équipes l'adoption, leurs agents, de la formation, etc. Qui vont devenir référents de leur équipe, qui Exactement. apprennent les autres. C'est un peu l'équivalent des data champions. Voilà. Et en fait, ce qu'on veut essayer de faire, c'est qui se comportent un peu comme des product managers pour leurs agents et que justement ils aient en tête ces problématiques d'adoption et donc vraiment qu'ils suivent en fait un cycle de vie produit avec vraiment une phase de test, des feedbacks, des retours, de l'itération et ensuite suivre l'adoption et les KPI d'adoption au sein de leurs équipes. J'ai une petite question sur Dust. Du coup, ce que je comprends, c'est que là, c'est vraiment l'outil choisi et pour le long terme, en tout cas tel que tu en parles, j'ai l'impression. Ouais. J'avais entendu à un moment donné qu'il était super utile pour notamment les POC ou même pour les sujets internes, mais que quand tu commençais à avoir du volume sur les utilisateurs, alors c'est là que je ne sais pas à quel point c'est le volume commence à être problématique, mais notamment, par exemple, si tu voulais carrément le mettre à disposition des clients, tu vois, des clients vraiment de l'entreprise, hein, c'est-à-dire dans ton produit, que ça devienne aussi des agents utilisés par je dis n'importe quoi, mais des milliers de personnes. Là, c'était plus adapté, peut-être par rapport aussi au format de pricing, etc. Bon, bref, sans rentrer dans les détails. Mais dans quelle mesure, en revanche, vous avez analysé que tant que ça reste un usage interne, donc potentiellement jusqu'à 500 ou 1000 utilisateurs, donc plutôt interne. Là, en tout cas, ça reste l'outil qui fonctionne bien et c'est adapté, quoi. C'est un marché qui va vite. On s'autorisera, on benchmark, on regarde aussi d'autres outils, etc. Mais là, vraiment, c'est un outil sur lequel on peut sans problème supporter l'ensemble des employés et avoir vraiment ce premier niveau d'agent avec déjà des logiques d'action, d'automatisation très rapidement. Donc là, vraiment, aucun problème là-dessus. Après, quand on passe au produit et quand on va passer même pour des logiques un peu plus complexes où potentiellement on va aller chaîner différents agents avec de la prise de décision, etc. On sait qu'on va potentiellement passer à un framework un peu différent. Et ça, c'est aussi quelque chose dans nos prochaines étapes. Donc là, on a lancé cette première étape qui est vraiment le premier niveau d'agent. Et donc, tout le monde peut les faire avec du no-code, etc. Et sur certains cas d'usage plus complexes, on va là recentraliser. C'est-à-dire que c'est l'équipe data qui va les produire de manière centralisée, les développer. Et on recrute notamment là, un profil de AI Agent Engineer pour prendre ces sujets-là, donc ces use cases plus complexes. Et puis évidemment, là aussi, on va se poser la question d'avoir des frameworks d'agentique différents. Donc là, on sera plus sur du DOS. Ok. Et par curiosité, le profil que vous recrutez, donc c'est un AI Agent Engineer. Très, je crois que c'est la première fois que j'entends. Et c'est quel type de profil? C'est un profil un peu type Machine Learning Engineer initialement en termes de background, parce que je suppose que ça ne court pas les rues des AI Agents. On a lancé l'offre assez récemment, mais en fait, c'est vrai, effectivement... sur le marché, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça commence à émerger. On va dire, il y a un peu peut-être deux types de profils. Soit ça va être plutôt quelqu'un qui va venir du software engineering, mais qui aura déjà en fait commencé à faire des projets, à pratiquer la GenAI et qui aura déjà fait des premiers projets d'agents IA. Soit à l'inverse, plutôt quelqu'un qui vient de la data science, mais qui a envie d'aller vers des applications plus pratiques et qui a déjà fait un peu de software engineering. Il faut connaître la partie GenAI, mais il faut être capable de créer des applications robustes en production, etc.
À bon entendeur. Mmh. Écoute, Laure, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? La première reco que j'aurais, c'est la communauté et les meet-up GenAI Paris, qui sont vraiment, je trouve super appliqués. C'est des meet-up dans lesquels on va avoir des retours d'expérience très concrets, pas de bullshit. Je trouve ça vraiment, je trouve qu'à chaque fois, on apprend vraiment beaucoup de choses. Et la seconde, en ce moment, je benchmark pas mal de contenu justement pour créer des formations en interne. Une des plateformes sur laquelle j'ai trouvé du contenu le plus quali, c'est peut-être Deep Learning AI. Et après, une deuxième reco, ça serait la chaîne YouTube Free Blue One Brown, qui est, je trouve qu'elle a le bon niveau de vulgarisation et qui est super intéressante. Je mettrai tout ça en description. Et enfin, qu'est-ce que tu aimes dans la data et l'IA? J'aime beaucoup le côté ludique. En fait, moi-même déjà, ça m'amuse et je trouve que les gens, on voit que ça sort du quotidien et il y a un côté vraiment outil et jeu à jouer avec cette plateforme no-code. Et ça va changer en fait aussi le métier de certaines personnes dans le bon sens. On parle souvent aussi des craintes qui sont liées aux transformations de l'IA, etc. Mais là, moi, je vois des gens avec qui je travaille, qui notamment aussi dans les fonctions Ops, dont le métier est d'optimiser le quotidien des fonctions sales ou business. Là, ça apporte, ils vont apporter une valeur différente de ce qu'ils apportaient avant. Et je vois vraiment des gens qui sont hyper motivés et enthousiastes. Et voilà, au quotidien, c'est vraiment un plaisir. On va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu nous partager ton expérience et nous parler de votre stratégie un peu agent IA pour le business. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire. Profitez-en pour vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous êtes. Venez aussi commenter les posts qu'on fera avec Laure pour diffuser cet épisode sur LinkedIn. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Laure. Merci beaucoup. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 100 ressources préférées des leaders et experts data invités sur le podcast. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs ressources préférées. On les a centralisées dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.